Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, mais peut-être qu'en revoyant à nous deux, on va y arriver. Hein. Bah, vous n'avez pas un numéro chez vous? Non. Bon, jetez un œil, parce que, voilà, parce que, oui, je m'en vais, voilà. Ben oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui. Ah oui, l'autre chose aussi que je vous dis, puisque je vous ai, c'est l'interview que vous avez fait avec la chasseuse de tête, là, du seuil. Vous savez, bon, vous l'avez paumé, hein. Vous avez, bah, ça serait utile, hein, pour le livre, hein. D'accord, d'accord. Et par la même occasion, si en remuant vos papiers, vous retrouvez les interviews des femmes du journaux féminins, vous savez, parce que ça, un jour, on pourra faire quelque chose. Voilà. Mm. Oui, oui. Ah bon. J'ai presque fini. Vous demandez une économie de glück, Bonheur, oui, bonheur. de bonheur, oui. Oui, oui. Nouveau économie de bonheur. Oui. Vous savez, c'est une idée à la fois, bon, aujourd'hui elle peut paraître un peu originale et même utopiste, alors qu'elle est très très banale. Ça veut dire que dans l'économie telle qu'elle est, dans sa définition dominante, bon, on prend en compte les coûts et les profits, etc. Mais comme on élimine les coûts sociaux et les profits sociaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, par exemple, tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui n'est pas calculable, tout ce qui n'est pas anticipable par le calcul, etc., etc., bon, ben, on sous-estime beaucoup les coûts et et on surestime le rapport coût-profit. Bon, par exemple, si on prenait en compte réellement, bon, je sais pas, je donne un exemple quelconque, la violence urbaine, quand les gouvernements européens ou nationaux demandent aux sociologues d'étudier la violence, bon, dans les écoles ou dans les banlieues, il y a sans arrêt des demandes pour lesquelles on donne de l'argent. Ils veulent quoi? Ils veulent des recettes pour conjurer la violence. Est-ce qu'il faut mettre plus de policiers? Est-ce qu'il faut mettre des animateurs? Est-ce qu'il faut mettre des éducateurs? Est-ce que l'école peut jouer un rôle dans la violence? Et alors, mais attention, comment protéger l'école de la violence? Voilà, voilà les questions qui se posent. Ils sont des questions. En fait, ils excluent systématiquement la question de savoir si les causes de la violence ne sont pas hors de l'univers violent. Bon, alors dans des choses tout à fait évidentes, les taux de chômage, la précarité de l'emploi, l'insécurité temporelle, enfin le fait que le rapport à l'avenir est incertain, dans l'élimination scolaire, dans le fait que certains enfants, du fait de leur origine sociale et ethnique, bon, les deux choses étant souvent liées, sont voués à être éliminés par le système scolaire, oui, dans toute la structure. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ce qu'on économise d'un côté, bon, en disant on va réduire les coûts, on va faire des plans sociaux, comme on dit, on va renvoyer 2000 personnes pour abaisser les coûts de production, etc., et être compétitif sur le marché mondial, etc., on ne voit pas que ce qu'on économise d'un côté, on va le payer de l'autre. Et que ces 2000 personnes, surtout si ce sont des jeunes, etc., jetés au chômage, vont consommer des tranquillisants, devenir alcooliques, consommer de la drogue, devenir dealer, puis killer, puis occuper des policiers, occuper des... Alors si on faisait l'équilibre de tous les coûts induits par des économies de coûts purement économiques, on s'aperçoit que c'est de la très mauvaise économie. Voilà, c'est tout. Et moi je dis, ce qu'on fait, c'est de la très mauvaise économie. C'est une économie fondée sur la dissociation de l'économique et du social. Et le social, c'est de l'économique. Voilà. Voilà. Je sais pas, n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien qui ne soit pas justiciable de cette économie. La tristesse,
la joie, le bonheur, le plaisir de vivre, le plaisir de se promener dans les rues sans être attaqué, la qualité de l'air qu'on respire, tout ça c'est de l'économie. Mais alors l'écologie, on commence un petit peu, on commence à dire, et encore, quelle difficulté. Mais enfin, comme ça c'est une loi, encore une loi sociale, il y a des coûts sociaux qui touchent tout le monde. Alors ça c'est un travail qu'a fait un sociologue néerlandais. Il a montré qu'au 19e siècle, 18e et 19e siècle, les progrès de l'hygiène ont été favorisés par le fait que les grandes épidémies de peste, etc., passaient les frontières de classe. C'est-à-dire quand il y avait une épidémie de peste, ça ne s'arrêtait pas dans les quartiers populaires, ça tuait tout le monde, y compris les bourgeois. Donc on a fait des égouts, on a fait on a pris des tas de mesures d'hygiène d'intérêt général, mais qui étaient d'intérêt général dans la mesure où elles intéressaient aussi les dominants. Alors aujourd'hui, évidemment, quand il y a Tchernobyl, le nuage ne va pas s'arrêter à la frontière de Oder-Neisse, elle ne va pas s'arrêter non plus au Rhin, elle ne va pas s'arrêter avant le 16e arrondissement. Elle va, à ce moment-là, on fait de l'écologie intéressée. Alors maintenant, les médecins, qui ne sont pas une catégorie très progressiste dans aucun pays, les médecins commencent à dire, ah oui, les taux de pollution, c'est très embêtant, pour les cardiaques, on voit les statistiques, pour les asthmatiques, etc. Mais personne ne sait les conséquences dans 20 ans. Dans 20 ans, on dira, voilà, il y a une corrélation entre le taux de cancer et la vie urbaine, etc. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et alors moi, ce que je dis tout le temps, c'est, par la science sociale, nous savons dès maintenant que des mesures qui ont l'air très rationnelles économiquement aujourd'hui, on va faire plus de Toyota avec moins d'acier, c'est en gros ça l'économie. Comme disait Leibniz, on va attacher plus de chiens avec moins de saucisses. Cette économie-là a des effets terribles, des effets dits secondaires, mais en fait qui sont primaires quand ça concerne la santé biologique, la santé mentale. L'équilibre personnel, par exemple l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est pas un phénomène, c'est un phénomène social. Je pense qu'avec toutes ces mesures qui font monter la bourse, à chaque fois qu'on fait une mesure comme ça, aussitôt la bourse monte, ça sera payé par certaines personnes et finalement par la collectivité. C'est pour ça que c'est un peu comme les égouts du XVIIIe siècle, ça sera payé par la collectivité. Moi, ce que je prêche, c'est l'intérêt bien compris. Je dis aux gens qui sont dominants, vous pouvez être cynique, vous pouvez vous moquer complètement de ce qui arrive au peuple, mais c'est bête, c'est pas simplement méchant. Après tout, moi je ne suis pas moraliste, si ça vous plaît d'être bien, mais c'est bête, parce que vous allez être comme en Californie, dans des espèces de ghettos dorés, avec des vigiles, vous ne pourrez pas sortir, il faudra des chiens de garde, il faudra des systèmes de défense partout, vous allez être dans une espèce de forteresse assiégée, entourée par une violence que vous aurez produite vous-même. Voilà. Alors bien sûr, le système est très puissant et la réponse est, jusqu'à présent, c'est under control. Ils ont je ne sais plus combien de millions de Noirs en prison. Mais voilà. Bon, le compte rendu est là, mais il y a des exemplaires qu'elle a fait photocopier. Mais normalement, elle a envoyé par mail à tout le monde. Bon, en tout cas, voilà un exemplaire. C'est tout ça? Oui, il y a tout. C'est ce que Mutati, mais dans les journaux, ils appellent ça indice de pénétration. Là, ça serait une espèce d'indice de pénétration du libéralisme. Quoi. Oui. On a donc suicide, c'est d'accord. Ensuite, on a drogue, mort par drogue. Et on a antidépresseur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nombre de meurtres. Et aussi c'est très multicausal, parce que je sais pas, par exemple en Irlande,
nombre de meurtres, oui, c'est ça, ou en Espagne, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, compte tenu des circonstances politiques. Enfin, oui, mais à la lecture, on peut corriger. On voit ça dans le tableau, l'Espagne, l'Irlande sont... moi, je crois quand même que la délinquance liée au néolibéralisme, c'est pas quand même tellement les meurtres. Non, par contre, l'évolution de l'incarcération par sexe et par âge, si le tableau existe, enfin là on voit un point d'interrogation, mais si le tableau existe, serait sans doute beaucoup plus pertinent. D'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler à temps partiel, comme quelque chose oui. Enfin, des indicateurs de précarité comme ça. Précarisation. Il faudrait en avoir un, mais peut-être qu'il... Travail à temps partiel contraint, on avait pris. Contraint, oui. Contraint, alors c'est dans... Ça existe ? Marché du travail. Taux de temps partiel contraint en 96, pareil, on a des chiffres en 96. Peut-être que je me plante, mais est-ce que si on ne ventile pas certains indicateurs par CSP, on n'efface pas une des propriétés principales des politiques néolibérales, qui sont des politiques de classe, comme par exemple ce que disait Duisenberg là, récemment, que si jamais les salaires étaient augmentés, alors il y aurait une augmentation des taux immédiates, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des statistiques là-dessus? Il y en a. On peut les faire, par exemple, l'espérance de vie à la naissance, là c'est vrai que l'évolution des écarts d'espérance de vie par CSP entre ouvriers et professions libérales, c'est un indicateur pertinent, je pense, sur le long terme. Alors c'est un problème, parce que ça je connais un tout petit peu. Le problème c'est que l'écart a tendance à diminuer, quoi. Je ne veux pas non plus toujours prendre des indicateurs, enfin dire que les indicateurs qu'on utilise vont à l'encontre de notre thèse, mais enfin c'est vrai que on sait bien quand même que le système de santé est plus performant aujourd'hui qu'il l'était avant, enfin je pense pour le temps long. France. Donc du même coup on peut attribuer aux effets du néolibéralisme, enfin ce qui est simplement les conséquences d'une politique de santé qui même peut-être... Les effets sont 20 ans plus tard, voilà. Il y a des effets retard. Moi je passe mon temps à dire ça, une des forces de la politique néolibérale, c'est que d'abord elle est secrète en grande partie, et les effets sont à très très long terme. Voilà. Et le temps, d'abord le temps qu'on découvre la politique, les gens ont vachement du retard par rapport à l'OMC, etc. Et le temps qu'on découvre les effets de cette politique, alors c'est encore plus long. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a peut-être une problématique naïve, Oui, mais ça, on peut s'en sortir en disant qu'il y a des temporalités différentes. Je sais pas, reprendre le topo que vous venez de faire, ce serait un peu bête de dire on capitule. Bon, je sais pas. Sur long terme, court terme, c'est vrai que ça donne un peu le vertige. Moi, il me semblait que là, ce qu'on est en train de faire, on pourrait presque trouver un parallèle avec ce que disait Keynes à propos d'économie. C'est-à-dire, il disait, bien sûr qu'il y a les cycles se rééquilibrent, mais comme il dit, à long terme, nous serons tous morts. Et donc, il faut quand même gérer la période où on est vivant, et là on peut toujours dire aussi dans la logique sociologique, à long terme nous serons tous adaptés. mais il y a quand même le court terme, et c'est peut-être ça qui est en cause. C'est le degré auquel il y a une désadaptation très forte du fait de l'écart entre des structures économiques qui ont une certaine logique, et puis les logiques sociales qui elles n'ont pas la même temporalité, la même etc. quoi. Et donc, je veux dire, c'est ça qui est en cause quand même. Bon, bien sûr que dans 100 ans, tout le monde sera néolibéral ou autre chose, je sais pas, mais en tout cas, en attendant, tout le monde ne l'est pas, et ça crée quand même des situations extrêmement violentes. Je n'ai pas pu suivre la discussion malheureusement, mais si vous parlez là de court terme et de long terme, est-ce que les 10 dernières années pour nous ne seraient pas un bon écart? Donc, implicitement, le problème que nous posions en relation entre la politique néolibérale et l'anomie, c'était ça, c'était depuis 80, il y a une nouvelle politique, etc. Et est-ce qu'on en voit les effets dans des indices, c'était ça au fond. Bon, alors c'est ce qu'on faisait, mais pas explicitement. Et c'est essentiellement Rémi qui ramenait toujours de la longue durée, qui nous a fait prendre conscience de ça. Bon, alors cela dit, peut-être, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que ça va marcher très bien, hein, mais quand même, moi j'ai pris un coup de moral. Là, non. Non? Oui, moi aussi, mais...
Bon, à la limite, ça devient presque plus intéressant. Oui. Intellectuellement, je dirais. Oui, parce qu'en plus, on a évacué toutes les objections. Champagne a dit, on peut dire ça sur tous les indicateurs. Si chacun de nous met sa machine critique en marche, en fonction de ses compétences sur chacun des indicateurs, on pulvérise tout. Ouais. Vous bousillez toute la démographie. Donc c'est vrai. Moi, l'éducation... L'alcoolisme, ça suffit. C'est vrai, c'est lui qui a bousillé l'alcoolisme. Ah ouais, non, il faut que je la raconte à France, elle est très très bien celle-là. Ben, il a dit que l'alcoolisme c'était un indice favorable au néolibéralisme. Voilà. Parce qu'il diminue. Et non seulement il diminue, mais c'est un bon indicateur d'intégration au travail. Au travail, c'est ça. Ah mais non, du coup, là que non. le doute radical est sorti. Enfin, en tout cas, c'est pas un indicateur très net. Oui, c'est vrai. Non, mais la progression quand même, la progression de la consommation du Coca-Cola est un bon indicateur quand même de néolibéralisme, ça par contre. Ça c'est vrai. Quand même. Hein, oui, on va dire. C'est vrai. Enfin, ou la croissance du nombre d'obèses chez les enfants aussi. Les McDonald's, par exemple, on peut y aller là. Après, on pourra s'amuser. Quand on aura mis les grandes structures. On prend l'indice Mickey et l'indice McDonald's et on fait un truc type dessin animé pour faire le libéralisme. Donc ça serait drôle, on appellerait l'indice Mickey dans l'état. À quelle heure on a rendez-vous, nous? Au restaurant? Midi et quart. Au collège? Bon, il va falloir qu'on y aille. Midi et quart. On va y aller. Je vais essayer de vous donner un aperçu de l'analyse qui est présentée en détail dans le livre, en ne vous donnant pas trop de statistiques, parce que je crois que Serge a utilisé votre quota total de statistiques pour la soirée. Je vais pour ça partir d'un article qui s'intitule « Sécurité, les leçons du modèle new-yorkais ». Un article qui a été écrit par un grand criminologue qui s'appelle Philippe Douste-Blazy, député maire de Lourdes, président du groupe UDF de l'Assemblée nationale, qui nous dit, avec des très belles photos, on voit M. Douste-Blazy discutant, très très occupé, avec un visage sombre, avec un policier de New York, et ensuite on le voit dans la rue, il faudrait que je puisse vous le montrer, on le voit dans la rue, alors il y a des gamins au premier plan qui jouent au ballon, qui rient, et on le voit derrière, il est juste derrière avec des policiers, à l'évidence un éducateur en survêtement, et alors on le voit d'un air pénétré avec sa belle cravate, qui regarde les jeunes comme ça. Et alors il nous dit, la sécurité des personnes et des biens est un sujet que les hommes politiques hésitent souvent à aborder. Alors là, on est un peu estomaqué, vu que les journaux sont pleins de ça, la télé aussi, mais enfin, admettons. Il ne faut pas alors s'étonner que dans un tel contexte, l'insécurité ne cesse de croître en France. Les derniers chiffres publiés sont accablants pour la politique du gouvernement. Or, alors là, je vous demande de prêter attention à la structure syntaxique de la phrase. Or, comme la politique est le contraire de la résignation, j'ai décidé cet été de me rendre à New York. Je trouve que c'est formidable. Voilà. J'ai décidé cet été de me rendre à New York afin d'étudier les remèdes et les raisons de ce qui est présenté partout dans le monde comme une réussite exemplaire en matière de sécurité. Et là, on a un exemple parfait de cette nouvelle idéologie sécuritaire, cette nouvelle doxa, ce nouveau sens commun punitif néolibéral qui nous vient des États-Unis, qui a été élaboré par un groupe de think tank, de boîtes à idées basées sur la côte est des États-Unis, dans le cadre de leur guerre contre l'État-providence, qui ont d'abord, à la fin des années 70 et au début des années 80, argué pour des politiques de démantèlement de l'aide sociale. Elles ont réussi, puisqu'en 1996, un président démocrate a aboli le droit à l'aide sociale aux États-Unis et l'a remployé par un programme de travail forcé pour les récipiendaires d'aide sociale. C'est le passage du welfare au workfare, travail forcé dans des conditions dérogatoires au droit du travail et aux conditions de rémunération, etc. habituelles. Et après donc avoir défendu et argué pour le moins d'État en matière sociale et économique, ces mêmes instituts et les mêmes partis qu'ils soutiennent et les mêmes pays et les mêmes professeurs qui diffusent cette idéologie vont arguer avec en gros 10 ans de retard
vont demander plus d'État en matière policière et pénale. Et ce que je vais essayer d'arguer, de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre demander moins d'État d'un côté et plus d'État de l'autre. Il y a une cohérence, puisqu'en fait on fait passer le traitement social des inégalités et de l'insécurité qu'elles génèrent à un traitement policier et pénal. En gros, on fait passer la gestion, notamment des fractions précarisées de la classe ouvrière, de la main gauche de l'État, pour reprendre la terminologie de Pierre Bourdieu dans La misère du monde, de la main gauche de l'État, celle qui nourrit, celle qui éduque, celle qui aide, c'est l'aide sociale, le logement, l'éducation, la santé, à la main droite de l'État, la main qui punit, le policier, le juge, le gardien de prison. La réalisation de l'utopie néolibérale, ça n'est pas le moins d'État, ça n'est pas la disparition de l'État, c'est le moins d'État en matière économique et sociale, c'est le laisser-faire et le laisser-passer en matière de travail, en matière de régulation du marché du travail, en matière de mobilité des capitaux, mais c'est de l'autre côté plus d'État, un État intrusif et paternaliste, un État qui se traduit par une réduction, voire une privation des libertés, du côté notamment de ceux qui sont condamnés au salariat précaire. Et le véritable enjeu des bêtises qu'on entend aujourd'hui dire autour des violences urbaines, etc., ce n'est pas la délinquance. Le véritable enjeu de ce nouveau discours sur la sécurité qui monte, c'est de légitimer le passage d'un traitement social à un traitement policier et pénal de la misère, traitement policier et pénal de la misère dont le but est de normaliser et de faire accepter le salariat précaire, de même qu'à la fin du XIXe siècle, il a fallu une révolution culturelle et institutionnelle, le travail social par exemple, pour imposer la forme salariat. Aujourd'hui, il faut une réforme mentale, culturelle et institutionnelle pour imposer le salariat précaire comme l'horizon normal du salariat pour les classes populaires, et la montée de cet État libéral paternaliste, libéral pour les classes aisées, libéral pour les employeurs, paternaliste pour les classes populaires et notamment pour les fractions précarisées du nouveau prolétariat des services. Eh bien, c'est ça la figure de l'État qui est là aujourd'hui pour permettre l'avènement de cette nouvelle économie. Quand vous entendez nouvelle économie, et demandez à la personne qui vous parle de cette nouvelle économie qui nous vient d'Amérique, de quelle nouvelle économie parle-t-il? De la nouvelle économie de Microsoft, des ordinateurs et de l'Internet, ou de la nouvelle économie des pénitenciers et de Corrections Corporation of America? Merci. Vous tournez beaucoup trop. C'est vrai que vous tournez beaucoup trop, c'est pas sain, quoi, c'est pas sain. Non, c'est ça, bon, ça peut être bien psychologiquement, tout ça, mais... Bah, c'est aussi une manière d'éviter de s'enchaîner au travail qu'il faut faire, quoi. Oui. C'est une technique de procrastination comme une autre. Oui, d'accord, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Maintenant, il y a urgence, dans les 3 ans qui viennent, il faut faire 3 livres et pas chier, quoi. Ah, oui. Voilà, hein. Bon, alors... Je sais, on a commencé un acompte. Oui. Non, en fait, vraiment, ça aurait pu être beaucoup mieux. Vous auriez pu faire un truc beaucoup plus rapide, à partir du cours, petit bouquin, comme moi j'ai fait de la télévision, quoi, tout petit, tout léger, etc. Et puis un deuxième livre qui aurait pris un peu plus de temps, qui aurait été comme ça. Enfin, celui-là, il est un peu bâtard. C'est un livre de combat qui a de la lourdeur scientifique. Alors que peut-être il aurait fallu faire un tout petit peu plus. Un petit peu moins, voilà. Tant pis, c'est comme ça. Mais là, c'est pour ça que pour les délais, c'est une manière de vous tenir, c'est les délais. Et par exemple, la zone, si vous n'avez pas les délais, l'introduction va devenir 150 pages. Et après, c'est plus le petit livre que ça doit être. C'est foutu. Non, puis je me rends compte, moi-même, je me mets des espèces de critères complètement débiles, quoi. Voilà. La zone, il aurait même dû être fait depuis 1994. Mais bon, on apprend petit à petit. C'est le métier qui rentre. Oui, mais vous voyez, le temps passe en même temps. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai, le temps passe. Il faut pas. Je sais que je ne vais pas vous emmerder, mais c'est vrai que c'est pas. Après, vous allez faire des paniques, vous allez dire... oui, bon. Voilà. Non, mais maintenant, en fait, maintenant, je me rends compte que j'ai plus qu'une chose à faire, il faut que je m'assoie et que j'écris des livres. Je vais pas écrire 100 articles de plus. Ça présente aucun intérêt. Il faut que pendant un an, vous ne fassiez que ça. Non, vraiment, c'est chiant à dire, mais...
qu'au moins la phase de rédaction sérieuse, quoi, il faut 3 mois où on fait que ça. Voilà. Parce que c'est des séries, des milliers de petites décisions, je mets ça, je le mets là, je mets là, mais si je mets là, je mets là. Voilà, c'est ça. Bon, et ça, il faut penser qu'à ça, quoi. Moi, je sais que par exemple, les grands livres, j'ai fait tout ça. C'est très souvent tout le travail empirique qui a été fait. Et c'était en général pendant l'été, qui était très long. Je partais de juin jusqu'à fin septembre. Bon. Et je faisais pas que ça. Je jouais au tennis, j'allais à la piscine, je faisais des trucs, etc. Mais au fond, je n'avais que ça à penser, quoi. Et souvent des trucs de rien du tout, de changer un sous-titre par exemple. Bon. Parfois vous êtes bloqué ou de dire mais ça je croyais que c'était une partie, en fait c'est un chapitre, ça semble rien. Mais on peut être complètement des trucs. Tout le temps, ces espèces de trucs obsessionnels, quoi. Bon, et donc si vous interrompez avec un voyage, un truc comme ça, c'est pas possible, ça débranche. Il faut reprendre, moi je sais pas, 15 jours, quand la coupure est forte, moi je revois, j'ai tout oublié. Non, il faut relire de on ne comprend pas pourquoi on est arrivé dans ce... Oui, d'ailleurs, ce que je fais quand je m'interromps, même le soir pour le matin, que je suis au milieu d'une phrase, j'écris quelques lignes pour la transition, parce que ça m'est tellement arrivé de ne pas savoir finir une phrase que j'ai commencée, par exemple, à l'intervalle de bon. Or, a fortiori, 8 jours, quand c'est 8 jours, c'est, je sais pas, 3 conférences. Ouais, puis c'est des conférences sur d'autres sujets. Voilà, sur le sujet, 15 personnes différentes, 3 langues, bon, voilà. Ça vous fait un effet absolument incroyable. Donc, voilà. C'est pour ça, je pense que là, il faut que vous ayez 2 années. Mais je pense que l'an prochain, quand je rentre de New York à Berkeley, je pense que je vais rester l'année civile entière à Berkeley, y compris l'été. Je crois. Y compris l'été, parce que je veux finir tout, y compris la boxe cette année-là, quoi. Après, pour entamer quelque chose d'autre, quoi. Pas traîner ses casseroles. Et je crois que c'est important que vous ayez un livre en février, un vrai livre important. Et il faudrait pour 2001 la boxe, et puis 2002 le ghetto, je sais pas, le bilan, quoi. Tout le truc sur l'Amérique, quoi. Enfin, je pense que j'aurais fini avant ça. Il faut. Monsieur Bourdieu, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous l'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Nein, hört sie nicht. Du darfst nicht so laut sprechen, sonst geht deine Stimme über mein Mikro in grasses Ohr. Bien, ma collègue me dit qu'il faut que j'essaye de parler moins fort pour qu'il n'y ait pas trop de ma voix dans l'oreille de Günter-Grass via son micro. J'ai l'impression. Rapprochons tout doucement du moment. C'est une question là que j'aimerais vous poser, ce que j'ai remarqué, et ça fait peut-être partie de la discipline des sociologues. Il n'y a pas d'humour dans ces livres. Par exemple, le comique de l'échec, qui, dans mes histoires, joue un rôle important. L'absurdité qui résulte de certaines confrontations, tout cela ne se trouve pas dans le livre. Entendons-nous bien. Quand je dis comique, je ne veux pas dire que le comique et le tragique s'excluent mutuellement. En fait, les frontières entre ces deux domaines sont toujours très floues. Mais aujourd'hui, nous ne l'analysons plus avec les valeurs des Lumières. Oui, mais mon impression, c'est que c'est ce sentiment que nous avons d'avoir perdu la tradition des Lumières est lié au renversement de toute la vision du monde qui a été imposée par la vision néolibérale, qui est aujourd'hui dominante. Je pense que ici en Allemagne, je peux employer cette comparaison. Je pense que la révolution néolibérale est une révolution conservatrice, au sens où on parlait de révolution conservatrice en Allemagne dans les années 30. Et une révolution conservatrice, c'est quelque chose de très étrange. C'est une révolution qui a l'air
qui rétablit le passé, qui revient au passé et qui se présente comme progressiste. Bon. On transforme la régression en progrès. Bon. Si bien que ceux qui combattent cette régression ont l'air eux-mêmes régressifs. Ceux qui combattent la terreur ont l'air eux-mêmes terroristes. Enfin, je pense que c'est une chose que nous avons subie en commun. Nous sommes volontiers traités d'archaïques, en français nous disons ringards, arriérés. Dinosaures. Voilà, dinosaures, voilà, exactement. Dinosaures. Bon, et c'est ça la grande force. Même ce que vous dites, vous voyez, je crois, je me permets de dire ça, participe enfin de l'idée. On nous dit vous n'êtes pas drôle, mais l'époque n'est vraiment pas drôle. Bon, et vraiment il n'y a pas de quoi rire. Il n'y a pas de quoi rire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que nous vivions une époque drôle. Simplement, le rire sarcastique, sardonique, diabolique qu'on libère avec les moyens de la littérature, c'est aussi une façon de protester. Mais revenons à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de la révolution conservatrice. Ce qui se vend aujourd'hui sous le label néolibéralisme, ce n'est rien d'autre qu'un retour aux méthodes du libéralisme de Manchester du 19e siècle. On croit pouvoir remonter le cours de l'histoire, non sans raison. Oui, mais la force de ce néolibéralisme, c'est qu'il est mis en application, au moins en Europe, par des gens qui s'appellent socialistes. Et que ce soit Schröder, que ce soit Blair, que ce soit Jospin, ce sont des gens qui invoquent le socialisme pour faire du néolibéralisme. Et ça rend l'analyse et la critique extrêmement difficile, parce que là encore une fois, tout est à l'envers. Tout est à l'envers, et comment dire, la critique... En fait, il y a une véritable capitulation face à l'économie. Aujourd'hui, l'État est dessaisi de son pouvoir à un point dont les anarchistes n'auraient jamais osé rêver. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait dans ma vie où je me mettrais à revendiquer plus d'État. Mais c'est la réalité. Et je suis maintenant dans une situation tout à fait étrange, puisque je me vois obligé de demander qu'on donne davantage de responsabilité à l'État et qu'on lui permette de jouer son rôle de régulateur. Là, c'est typiquement ce type de renversement dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes amenés, paradoxalement, à défendre des choses qui ne sont pas complètement défendables. Est-ce que nous pouvons nous contenter de dire qu'il faut revenir à plus d'État? Il me semble que pour ne pas se laisser enfermer dans l'effet de révolution conservatrice, il faut dire qu'il faut inventer un autre État. Parce que sinon, on va vous dire, mais vous revenez en arrière. Voilà, nous avons terminé. Ça y est. C'est comme dans un avion charter après l'atterrissage. Bon, très bien. Oui, alors il faudrait l'écrire. Est-ce que je peux le faire? Bon, oui. Bon, est-ce que je peux le faire? Je ne crois pas. Je parle depuis 1 heure, c'est ça? Presque. Encore 10 minutes. Non, encore 10 minutes. Oui, bon, il faudrait revenir, j'ai dit là, une chose comme ça en passant très vite, qu'il faudrait réfléchir sérieusement sur ce que c'est que local, localisation, délocalisation, mais je ne peux pas le faire. Le faire dans le détail avec mes notes, ça serait très long, et dégager l'idée centrale, ce n'est pas sain. Non, voilà, et pardonnez-moi. Voilà.
Non, ce qui est bête aussi, c'est que j'aurais dû prendre une demi-heure pour relire mes notes avant. Oui, c'est ce qu'on avait prévu. Normalement, vous seriez allé à l'hôtel. Hein. J'ai été pris au fond jusqu'au bout. Et oui. Alors quand on a des vieilles notes comme ça, oui. On fait comme ça. Mais pour tout ça, vous êtes très très bien débrouillé. Et dans la discussion, ça marchait très fort. Alors, donc, le tout est vraiment une réussite. Tellement gentil. Alors, l'équipe. Oui. Non, ils vous attendaient. Hein, oui. Non, mais pour cette petite ligne. So, because when the linguistic turn came, I went straight ahead. Moi j'ai pris le 5e pour pas déplaire au sociologue qui dit que les femmes mangent des poissons. Non, c'est pour monsieur. Je regrette que c'est pour moi. Ah pardon. Il a insisté. On cherche un titre de film pour le portrait de Pierre Bourdieu, on cherche un titre de film. Comme ça au pied levé. Hein. Moi je sais pas, je trouve qu'il y aurait quelque chose à dire sur le regard. Il faudrait trouver quelque chose avec le regard parce que je trouve que s'il a un regard malin futé, c'est tout dans à l'école toujours parce que je me faisais tout le temps punir parce que j'étais insolent et en fait c'était mes yeux qui me faisaient punir tout le temps. C'est ça le sociologue, c'est le regard. Il faudrait trouver quelque chose avec le regard. Ça veut plus au bateau. Oublie. Ah non, c'est Sartre. Ni vu ni connu. Ouais, mais la suite n'est pas terrible, je t'embrouille, c'est pas bien. Ce soir, c'est un peu... Mais c'est pas... Mais... Je veux pas ça. Ce soir, c'est je t'embrouille. Bah écoute, tu sais, nous, dans les discussions qu'on a ici avec les paysans, notamment là on a discuté pas mal avec les paysans indiens qui sont là avec nous, ceux pour l'instant qui ont détruit le plus de multinationales agrochimiques, ce sont les paysans indiens. Ils s'en sont pris à Cargill, ils s'en sont pris à Monsanto, ils s'en sont pris à des multinationales à bouffe comme, comment ça s'appelle, Kentucky Chicken. En fait, eux ont une critique très radicale du productivisme en agriculture. Et donc ils ont une vision très écolo, au sens où l'écologie politique est liée à la production. Dans le domaine de la malbouffe, vous avez réussi à bien faire comprendre le lien qui pouvait exister entre l'économie financiarisée, disons, et notre assiette. Mais dans d'autres domaines, José Bové, dans le domaine de la santé par exemple, est-ce que tu trouves à Seattle des mouvements qui ont réussi comme ça à faire ce lien? José, excusez-moi. Bourdieu. Alors, au niveau de notre génération à nous, c'est qu'on nous a orientés dans les années 70 dans des métiers dont les conseillers d'orientation et certains professeurs étaient au courant qu'ils étaient amenés à disparaître. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens de 30, 35 ans qui se retrouvent avec des CAP de fraiseurs, mais qui servent absolument à rien. Vous parlez de la nouvelle génération, mais c'est pareil. Je veux dire, pour nous, l'an 2000, on entend le bug, on entend, je veux dire, la décroissance du chômage, on entend des termes comme la civilité. C'est des termes pour nous qui sont, mais vraiment, on a l'impression vraiment qu'on est dans une planète, mais 20 milieux sous la terre, quoi, pas sous la mer. Oui, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Pardon, je vous demande de ne pas applaudir parce que la vérité ne se mesure pas à l'applaudimètre. D'accord? Bon, ça vous garderez ça pour la télé, ça vraiment. Non, mais je ne sais pas à vous que je m'adresse. Qu'est-ce que ça veut dire, Mediati? Vous savez bien ce que ça veut dire, la preuve. Regardez le monde qui est là ce soir.
Non, là, c'est pas sérieux, ça. Madame, comme je suis sujet et objet de tout ce que vous dites, ça m'est difficile de répondre. Mais c'est évident, si être médiatique, ça veut dire attirer beaucoup de gens le soir quand on vient, on va fourrer. Bon, c'est pas ça, être médiatique. Être médiatique, c'est être tous les jours dans les médias. C'est être l'instrument, voilà, merci monsieur, c'est être l'instrument des médias, le serviteur empressé des médias, qui dit dans les médias ce que les médias demandent aux intellectuels médiatiques de dire, c'est-à-dire de ne rien dire souvent, hein, de parler pour ne rien dire, de parler pour donner de fausses explications, de dire ah oui, encore une émeute, on va le fourrer, c'est je sais pas quoi, bref, voilà. C'est dire des conneries, bon, avec autorité, avec assurance, etc., et être payé pour ça, être invité pour ça, etc. Bon, ça, être médiatique. Bon, voilà, D'accord, d'accord. Alors, attendez, moi, je voudrais dire... Je voudrais dire un mot quand même. Non, attendez, il y a un problème, je voudrais quand même dire un mot. Je suis désolé, ce soir on a un débat intellectuel, Mounir. Non, je suis désolé, on a un débat intellectuel ce soir, effectivement, c'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble. Donc pour moi, intellectuel, c'est pas un mot péjoratif, déjà, première chose. Donc, moi j'aimerais qu'on essaye d'avoir, moi franchement, je suis un peu... Non mais attends, Mounir, c'est pas compliqué de se mettre dans une salle et de se payer Bourdieu et s'en faire une médaille ensuite. Je sais que tu es capable de le faire, d'ailleurs tu as commencé. Attends. Alors vas-y, attends. J'aimerais dire 3 mots pour qu'on essaye de poursuivre cette... Non, une seconde, ne levez pas la main tout de suite, je vais essayer de dire 3 mots. Je voudrais dire juste 2 mots. Moi j'aimerais qu'on... Moi, je suis un peu déçu par une chose, c'est que le thème du débat, c'est effectivement une réflexion avec Bourdieu sur les inégalités face à l'éducation et à la culture. On a commencé à parler par rapport à l'éducation. Je pense qu'il y a plein de choses à dire également là-dessus. Moi, ce que j'avais envie, moi j'aurais espéré que Mounir et un certain nombre d'autres gens disent un certain nombre de choses là-dessus. Pas se paye pour Dieu, mais disent un certain nombre de choses sur les inégalités. Non mais attends, tu peux écouter une seconde, je te parle même à toi là en ce moment. Moi j'aurais aimé que toi tu nous dises des choses, intéressantes, que tu nous dises des produits de ta réflexion, qui est réelle depuis des années. Je suis pas venu ici pour ça, je suis venu pour entendre la discussion d'un sociologue. Alors moi je pense qu'il y a d'autres gens dans la salle qui ont des choses à dire sur les problèmes d'inégalité face à la culture et à l'éducation et qui aimeraient confronter ça avec effectivement quelqu'un comme Pierre Bourdieu. Mais pas en se le payant comme on a fait là, ça sert à rien. Alors, qui voudrait intervenir? Oui. C'est dur de vivre dans un contexte qu'on a connu, parce que les inégalités sont arrivées à partir du moment où notre environnement a changé. C'est-à-dire, nous, on est une génération, moi je suis de 67, donc nous, on a quand même des souvenirs d'enfance qui sont précis, que les jeunes maintenant n'ont plus, parce qu'ils n'ont plus cet espace, ces espaces vitaux qui étaient là, naturels, de terrain vague, tout ça, et que des gens sont venus, ont fait des travaux, sans soucier que là, nous, on avait toute notre jeunesse, et ils viennent, ils construisent des trucs, où maintenant on fait la queue pour retirer 100 francs, ou je sais pas, des bons alimentaires. Ça, je pense que tous les jours on est insulté, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui savent ça, mais qui disent rien, quoi. Et qui sont conscients de tout ça, et donc qui entretiennent ça les arrange, de dire oui, vous savez, je travaille dans la zone franche, c'est très dur. Mais en fin de compte, ils font pas le poids. La preuve, on a des profs on nous ramène des profs qui ont 20, 22 ans. On leur a déjà couvé le crâne. Si vous voulez être muté, il faut passer dans la réserve, faire vos classes. Et après, vous pourrez aller dans votre Toulouse natale ou dans votre, je sais pas, Cantal, je sais pas où. Ils arrivent, ils sont stressés comme ça. Et ben, les gamins, ils sont pas dupes, ils sentent tout ça. On demande des lieux culturels, on nous répond par un grand hôtel de police, avec des statues, soi-disant, pour dire qu'eux aussi sont dans la culture. Mais si vous enlevez ces statues, là, vous savez pas ce que vous allez voir. Vous allez voir que l'hôtel de police et l'agressivité qu'il représente. Je sais pas, non. Vraiment, il y a des gens qui entretiennent vraiment notre décalage. Ça sert à rien, Bourdieu, il est là. Bon, lui, il peut parler de Seattle, et puis, paf, il revient là. Nous, qu'est-ce qu'on connaît de Seattle? Les gens, ils souffrent pour comprendre l'euro. Paf, on leur envoie l'an 2000. L'an 2000, qu'est-ce que ça va nous ramener? Franchement, qu'est-ce que ça va nous ramener? On nous ramène des marchés, tout est à 10 francs.
On nous ramène des sandwichs, tout est à 10 francs. Vous valez 10 francs. On est une consommation bradée. On nous brade tout le temps, quoi. Tu vois, on nous brade. On nous met des œufs. Où vous avez vu ça? 60 œufs à 20 francs. Alors que, qu'on parle de salmonelle, on parle de tout. Mais les gens ici captent pas tout ça. Il y en a qui vont capter que nous on capte pas. En bas, maintenant, pour sortir, moi je parle des inégalités, tout ce que j'ai vécu localement, en plus en tant que travailleur social. J'ai contribué là où vous êtes assis, là même. C'est nous-mêmes qui l'avons construit. Et tout le temps, il était vide parce que les gens avaient peur de venir au Val-Fouré. Maintenant, Bourdieu est là, tout le monde est là. Donc je dis que les inégalités, et d'ailleurs, c'est pas une coïncidence. Nous, les banlieues, de toute façon, c'est dur à dire, on est une richesse. Mais franchement, vous avez déjà eu nos parents, nos grands-parents, mais avec nous, il faut que ça cesse, quoi. Franchement. Parce que là, on a tout subi, tout, les bavures, les avocats d'office. Nous, on n'a que des avocats d'office, on est grillés d'office. Voilà, direct. Alors on nous montre que Papon, lui, il a niqué des gens, excusez-moi l'expression. Bah, comment ça encore, faut encore lutter pour lui. Comment voulez-vous, nous, qu'on croit à quelque chose? Vous voyez? Nous, on dit maintenant que la justice, elle assure que la paix de nos gardiens, quoi. Et c'est vrai, combien de bavures, que des coïncidences. À Mantes, il a été mort sur la nuque. À Saint-Denis, pareil sur la nuque. À Trappes, sur la nuque. Mais attendez, qui nous défend là-dessus? Personne. On a eu des mouvements, ils ont été récupérés. Pour répondre à votre question, parce qu'ils ont été récupérés. C'est facile ici, dans nos banlieues, il y a un RG au mètre carré. On ne peut rien faire. Les flics, ils vous sortent vos surnoms même. Ils savent tout sur nous. Et nous, quand on veut prendre, quand nous-mêmes, maintenant, on se retrouve esclaves, prisonniers de nous-mêmes. C'est-à-dire, on veut prendre la caméra, on veut prendre un appareil photo pour faire quelque chose, pour montrer la vérité. C'est les mêmes de chez nous qui nous disent, mais toi, pourquoi tu prends ça? Alors que eux, les autres sont tout permis avec nous. Nous, la foi à l'envers depuis longtemps, quoi. Maintenant, je pense qu'il faut la prise de conscience. Donnez-nous une vraie éducation. Ramenez-nous des gens de qualité qui viennent pas seulement pour se faire mousser, quoi. Et prendre ce qu'ils vont apprendre. Et quand ils sont de l'autre côté de Mantes-la-Jolie ou de Saint-Denis, et ben vous savez, moi j'ai travaillé dans les banlieues, c'est dur et tout. Il y en a plein comme ça. Je les ai côtoyés. Ça fait 10 piges que je bosse dans l'animation. Et je suis sorti dégoûté. Voilà, quoi, j'ai fini maintenant. Si vous voulez parler à Bourdieu, c'est pas Dieu, c'est Bourdieu. Pas se tromper. Par rapport à tout ce qu'il a dit, il y a beaucoup de vrai, mais il y a une chose que je trouve fausse et que je voudrais te dire, Saïd, c'est que ce centre culturel, il n'est pas fait, quand tu dis vous êtes gentil de venir quand Bourdieu est là, mais c'est vite pendant les programmations. Je peux vous dire que c'est vrai, hein, quand vous venez regarder un film et que vous êtes 2-3 ici, la salle elle est vraiment très grande. Mais c'est pas à eux de venir, hein, c'est pas à ces gens-là de venir, c'est à nous de venir, c'est aux gens du quartier ici de venir. Quand Mounir appelle Bourdieu José, il le connaît pas, mais c'est normal. Pourtant, Mounir, je peux t'assurer que non, Saïd, je t'ai répondu par rapport à ta question. Quand tu disais aux gens de venir, c'est pas à eux de venir, c'est à nous de venir. C'est à nous de nous bouger, c'est à nous de faire les choses. Faut pas attendre que les autres les fassent pour soi. Et la différence, nous, c'est qu'on doit faire toujours des efforts et des concessions. Quand t'as pas le choix, faut les faire. Excuse-moi, quand on va à Paris, si nous n'étions pas artistes, il y a des lieux, jamais on serait rentrés. Franchement. Eux, quand ils viennent, ils se permettent tout avec c'est un constat. Maintenant, tu le prends à ton niveau. Mais moi, j'en ai marre d'aller à Paris, de me faire recaler, tu vois, et de voir à l'encontre à l'inverse. On fait des efforts, mais nous, on nous demande de faire trop de concessions. Tout le temps. Tu vois, pour aller à l'école, il faut aller en ZEP. Je vois pas pourquoi j'irai en ZEP à l'école. C'est une zone d'éducation prioritaire. Mais oui, après, zone d'éducation prématurée. Parce qu'on attend trop après les autres, Saïd. Faut qu'on se prenne en charge. Non. Ok, Saïd. Je voudrais juste dire à Mounir, là ça donnera une bonne... Éviter les dialogues. Oui, c'est pas seulement un conflit d'idées là, c'est vraiment pour... Il y aura une question après. Ça c'est une bonne image à donner à Bourdieu, quoi. Mounir est un des acteurs sociaux les plus actifs du quartier. Et pourtant il vous connaît pas. Mais oui, mais pourtant t'aurais beaucoup de choses à apprendre de lui, Mounir. Mais oui. Mais lis quelques-uns de ces bouquins, je peux dire qu'il pourrait t'aider dans ta réflexion et dans tes... Ah ouais, mais faut qu'il renonce au débat. Ok.
Bon, pour continuer et pour poser une question... Voilà, pose la question parce que sinon on s'en sort pas. On a dit qu'il y avait des sociologues qui étaient incompétents et d'autres qui étaient compétents, dont ils faisaient partie. Mounir, attends. Tout est une question d'argent. Pour certains, nous sommes bouc émissaires, pour d'autres, nous sommes un alibi. D'accord? La mer! Mounir, La mer! La mer! La mer! Il nous reste au maximum un quart d'heure de débat. Il nous reste au maximum un quart d'heure de débat. Donc, non, une seconde, je vais donner la parole. Une seconde. Non mais, depuis 5 minutes, vous parlez entre vous, c'est inaudible pour tout le monde. Alors arrêtez votre... On poursuivra la discussion dans le hall tout à l'heure. Il nous reste un quart d'heure de débat. Tu poses une question. Et Pierre Bourdieu répond, et on termine, on prend peut-être une dernière, et après c'est terminé. Parce que voilà, parce qu'on va s'arrêter bientôt. D'accord, c'est un débat avec Bourdieu, mais c'est aussi un débat entre nous. Je crois qu'on peut peut-être... J'ai bien compris. Je crois que depuis tout à l'heure, on est en train d'asséner des préjugés qu'on a hérités justement de l'éducation qu'on nous a inculquée, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça qui crée des inégalités. On est là justement pour essayer de démystifier tout ça. Il n'y a pas ici quelqu'un qui a des solutions et qui va dire qu'il faudrait faire ceci, ceci, ceci. C'est bien de dire voilà, on a vécu cela, mais il ne faut pas non plus incriminer les gens parce que c'est pas lui. Moi, vous parlez? Non, je parle en général. Ça incrimine personne, je donne un constat, j'aimerais bien un qui me réponde, s'il te plaît. Ce qui s'est dit, enfin, je ne sais pas si je dois dire ça, m'a beaucoup intéressé. Je pense que si, peut-être que je me trompe, enfin si au moins ma venue a servi à faire sortir ces choses qui se sont dites, c'est déjà pas mal. Voilà. Et alors je ne sais pas si j'ai été l'occasion, le déclencheur, etc. Mais enfin en tout cas, je suis très content d'avoir entendu un certain nombre de choses qui sont à la fois très contradictoires les unes avec les autres, très conflictuelles entre elles, et pourtant toutes intéressantes et toutes importantes. C'est ça que j'ai entendu, en particulier ce qu'a dit Saïd. Bon, il y a énormément de vrai, ça lui a été dit par un autre. Bon, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il a dit, quand il dit comment dire, enfin, en gros c'est toujours dissymétrique, c'est toujours à nous de faire des concessions, il y a des choses à mon avis très très importantes. Bon, alors, ce qui fait problème, me semble-t-il, dans ce qu'il a dit, c'est la conclusion pessimiste. Donc, et là, je m'adresse à lui. Pourquoi conclure de manière très pessimiste? Et pourquoi ne pas entendre ce qui a été dit là, à ma gauche? Mais c'est à nous de nous bouger. C'est à nous de nous bouger, bon, j'ajouterais collectivement, c'est à nous de mobiliser. Bon, et peut-être qu'il faut faire des concessions entre nous pour avoir moins de concessions à faire à ceux qu'il faut combattre. Bon. Alors c'est pas du tout pour prêcher la fraternité à tout prix. Bon, il y a des conflits partout, il y en a ici, et bon, je pense que ces conflits sont en partie l'expression ou la conséquence de l'oppression que les gens qui ont parlé subissent. Et qui, bon, le paradoxe, enfin ça c'est vieux comme le monde, enfin, les dominants divisent les dominés. Et ils n'ont même pas besoin de chercher à le faire. Donc, on dit diviser pour régner, ils n'ont même pas besoin de chercher à le faire. Bon, les intérêts conflictuels, les antagonismes, les préjugés, quelqu'un a dit très justement que ce sont des préjugés qui s'expriment. Je suis désolé, je pense que celui qui a dit ça avait vraiment raison. Bon, alors préjugés, nous sommes tous pleins de préjugés, hein, et le travail, enfin je pense que si le travail du sociologue est difficile, c'est parce qu'il a lui-même des préjugés, qu'il fait autant de travail contre ses préjugés que contre les préjugés des autres. Enfin, bon, alors moi j'étais très touché par ce débat, et au fond, alors peut-être que je suis heureux que ce débat ait eu lieu, voilà. Peut-être, mais là, ça c'est optimiste, peut-être que ça pourrait être le début. Enfin, quelqu'un a dit très méchamment contre moi, à propos du rôle que j'ai joué dans un conflit récent à France Culture, enfin j'étais pas nommé, mais enfin c'était facile de reconnaître, que j'avais lancé un certain nombre de spécialistes de l'agitprop
la France Culture. Alors pour les jeunes qui ne savent pas, agite-prop, ça veut dire agitateur professionnel. C'était des gens qui étaient chargés d'aller dans le peuple pour prêcher la révolution. Hein. Et voilà, alors si j'ai fait un tout petit peu d'agite-prop, en toute modestie, ce qui était un peu mon intention. Voilà. Et si ça a un tout petit peu réussi, je serais très content. Voilà. Alors, un des problèmes est de savoir comment continuer l'agite-prop. Est-ce qu'il faut créer une association? Est-ce qu'il faut créer un lieu de discussion? Comment continuer cette discussion? Alors, de cette façon, c'est trop facile. Bourdieu, il sert de bouc émissaire, ça c'est classique. Enfin, on veut tuer l'analyste. Bon, alors c'est facile, on fait un peu de malin sur son dos, on se fait remarquer, etc. Bon, mais Bourdieu parti, si les faits qui s'est produits ce soir pouvaient se continuer et que l'agite-prop devienne autogéré, et que les agités deviennent agitateurs, agitateurs d'eux-mêmes d'abord. Et voilà, ça serait, je serais vraiment content, j'aurais pas été complètement inutile. Voilà, bon. Et alors évidemment, je pense que ça serait pas inutile. Alors, on a dit beaucoup de mal des sociologues, mais à juste titre. Bon, il y a des gens, d'ailleurs, je ne sais plus qui a dit, les travailleurs sociaux sont eux-mêmes complices, mais tout ça, je peux vous dire, dans les travaux que nous faisons, ici je ne le dirai pas, parce que malgré tout, le travail des travailleurs sociaux n'est pas rigolo tous les jours, mais il est certain que les travailleurs sociaux sont dans un rapport très compliqué avec les gens sur qui ils travaillent, ça nous le savons très bien, dans un rapport de mauvaise foi. Bon, si vous lisez encore La misère du monde, il y a des témoignages pathétiques de travailleurs sociaux qui savent très bien qu'ils ne servent à rien et qui passent la moitié de leur temps à se faire croire qu'ils servent à quelque chose. Bon, hein, et autant que le faire croire aux gens qui sont chargés de le faire croire. Bon, hein, il y a beaucoup de professeurs qui savent qu'ils ne servent à rien, etc. Bon, alors, voilà. Moi, je vous donne des réactions naïves, mais j'ai été vraiment touché. Peut-être que ça ne sera pas simplement un feu de paille et que cette salle ou une autre pourrait devenir le lieu voilà, où il faut qu'on se prenne en charge. Alors, bon, c'est un peu moralisant comme discours, mais il faut qu'on se prenne en main, et il faut qu'on se mobilise. Bon, hein, et moi, je m'appelle, enfin, il n'y a pas longtemps, à la fin d'un débat comme ça à Strasbourg, il y avait des syndicats allemands, etc., un truc du type de ce que j'ai décrit. Bon, il y avait 4 jeunes beurs dans la salle qui ont interpellé, mais ça ne sert à rien, mon père est venu ici, l'exploitation, etc. Bon. Et bon, je leur ai dit, mais enfin, pourquoi pas un mouvement immigré de tous les pays, mobilisez-vous. Bon, alors, ça détonnait, hein, ça ne se dit pas dans une faculté, etc. Bon, voilà, alors, je lui ai dit, mais pourquoi pas. Alors, vous me direz, mais c'est pour ça que la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord dans la description qu'a faite Saïd, c'est la conclusion pessimiste. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison, un peu... Oui, d'accord, la conclusion était un peu pessimiste, il faut être honnête. Oui, non, d'accord, mais le constat... Alors là, à l'heure où vous êtes là... Non. À l'heure où vous êtes, c'est un constat pessimiste. D'accord, non, attendez. Non, d'accord. D'accord, mais je suis d'accord, mais ça, je nie pas ça. Je dis le constat est pessimiste à juste titre, mais la conclusion qui était un peu... En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, etc. Ça, je pense que c'est pas vrai. Voilà, je pense que c'est pas vrai et que même, alors ça c'est un truc classique, enfin, les structures les plus bidons, les structures de manipulation, les structures de gestion, les structures d'encadrement, etc., peuvent être détournées, peuvent être retournées. Enfin voilà. Bon, mais là, je ne suis pas non plus pour prêcher la révolution. Les deux dernières questions. Oui, deux dernières questions et une conclusion de Pierre Bourdieu. Le politique a le dos bien rond là ce soir, parce que l'ensemble des commissions, quand elles sont mandatées ou missionnées par les politiques, il y a toujours un sociologue qui est à l'intérieur. Le politique prend en fait, je veux dire, l'essence même de ce que vous pouvez vous apporter lors de vos rapports. Donc ça c'est la première chose que j'avais envie de dire, parce que bien souvent, le sociologue, pour moi, en tant qu'habitant de quartier, c'est plus un psychiatre de banlieue, quoi. À chaque fois qu'il y a eu un problème, enfin, excusez-moi, mais c'est le terme que nous on emploie. Alors, psychiatre de banlieue, ça c'est insultant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, il y en a peut-être, enfin, moi... Mounir,
on évite le dialogue. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Il est vrai que les sociologues sont... bon, la catégorie des sociologues est une catégorie très diverse, dans laquelle il y a toutes sortes de gens. Les sociologues, contribuent peut-être à inspirer les politiques, ça serait trop beau. C'est pire que ça. Ils contribuent à fournir des cautions aux politiques. Ce qui est beaucoup plus grave. Alors, au départ, des sociologues, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas des collègues, ce sont des casseurs de métier, des jaunes. Voilà. Bon. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de dire ça, parce que sinon, je ne peux pas me solidariser avec ces gens-là. J'en ai rien à foutre de leur existence, ils ne me gênent en rien, sauf qu'ils peuvent légitimer une certaine révolte générique contre le discours des sociologues, et ils peuvent justifier un certain anti-intellectualisme. Bon, et ça, je suis désolé d'entendre l'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a crevé d'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a été fondé sur une espèce d'ouvriérisme qui autorisait les dirigeants à être bêtes et à demander la bêtise au nom de la discipline de parti. Bon. Et bon, c'est pour ça que je suis obligé de me solidariser de ces gens, parce que c'est trop facile de dénoncer ces gens qui sont des jaunes, ce sont des jaunes, ce sont je sais pas quoi, qui font semblant de faire un métier et qui en font un autre. C'est une sorte de police symbolique, des flics symboliques. Voilà, franchement, ce que je pense. Alors, je pense que parmi les facteurs explicatifs du fait que le mouvement social ne s'organise pas, il y a cet anti-intellectualisme. Et quelqu'un a dit, si tu lisais, bon, alors là, je suis désolé, je vais jusqu'au bout, si tu lisais un peu plus Bourdieu, peut-être que tu trouverais des choses, en particulier ça. En particulier des instruments pour comprendre ça. Et ça, c'est pas pour faire de la pub, j'en ai rien à foutre. Hein. Faites attention de ne pas laisser votre indignation légitime, 100 fois justifiée, vous aveugler et vous conduire à vous priver d'instruments de connaissance. Parce que moi, quelqu'un a dit Bourdieu pourrait apprendre, c'est vrai. Je sais beaucoup de choses. Je travaille sur le Maghreb depuis les années où la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. Alors j'en profite pour dire le livre de Sayad, Abdelmalek Sayad, avec qui j'ai fait mes premiers travaux dans les années 60, qui vient de mourir l'année dernière, qui était un des plus grands sociologues de l'émigration, immigration. Bon, qui a publié un livre qui n'était pas un jaune, hein, qui a jusqu'à la fin de sa vie travaillé sur le terrain, écouté, fait des interviews magnifiques, qui savait écouter les gens, qui savait... donc on a publié un livre de lui qui s'appelle La double absence, dans lequel il analyse la condition des immigrés en faisant un effort, et je le dis parce qu'il est mort et qu'il m'a chargé de finir ce livre. Bon, il a écrit ce livre pour des gens comme vous. Bon. Alors si vous refusez ça, sous prétexte que c'est un télo qui emploie des grands mots, qui parle d'assimilation, d'intégration, vous êtes des cons, c'est pas possible. Voilà, je vous le dis, c'est pas possible. Je me permets de dire ça. Pas d'applaudissements. Je finis, non pas d'applaudissements. Bon. Alors Sayad, donc Abdelmalek Sayad, La double absence aux éditions du Seuil. Bon, c'est un livre aux 140 francs, c'est un peu cher, j'ai pas pu faire mieux. Bref, c'est un homme qui avait une compréhension du cœur et de l'intelligence, hein, et qui part qui peut peut-être permettre à des gens de récupérer la possession de leur propre identité historique, de la souffrance de leurs parents, de la souffrance de leurs grands-parents, de la souffrance de la langue, de la souffrance de la naturalisation, de la souffrance du naturalisé qui n'en a jamais fini avec l'origine, avec le stigmate. Vous ne m'avez rien appris, je suis désolé, j'ai lu Sayad, etc. Bon, je pourrais vous en dire qui vous en apprendrez sur vous-même, je suis désolé. Alors, voilà, je me permets de dire ça avec arrogance, je m'en fous. Voilà. Parce que voilà. J'y crois. Parce que j'y crois. Voilà, parce que j'y crois et je crois que c'est vrai. Et je ne vous fais pas des leçons pour votre bien, etc. Je n'ai rien à foutre. Mais ne vous privez pas de ces ressources intellectuelles sous prétexte que ça vient d'intellectuels. Voilà. Voilà. C'est pas une maladie d'être intellectuel. Bien, non, je crois qu'on va terminer. Hein, je crois, je crois qu'on va arrêter là. Non, mais la discussion
Une femme. Il n'aurait aucune raison de ne pas se prolonger jusqu'à 2h du matin, et c'est impossible. Donc, non, mais je remercie tous, et continuons la discussion ensemble, et on se reverra. Comme c'est à nous. Comment? Mais oui, mais attendez, alors... Merci encore, et puis voilà. Merci. Non. Dis qu'il y a des livres... Merci. Bien, merci à tous. Merci à tous. C'était les 2 dernières questions, je suis désolé, il est presque 11h. Et merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée, et merci à Pierre Bourdieu d'être venu ici. Je crois que ça n'a pas été une soirée facile, mais je pense que ça n'a pas été une soirée inutile du tout. Bourdieu, je suis désolé, mais vraiment, j'ai pas pu tout dire. Non, mais c'était bien, c'était bien. Pour que les gens comprennent un constat. Non, c'était très bien. Donc moi, j'ai rien, franchement, c'est pour ça que j'ai dit, vous êtes M. Bourdieu, pas Dieu. Oui, ben, c'est très bien, mais je suis d'accord, vraiment. Franchement, là, je suis pas du tout. Tu dois pas être le premier à dire, à mon avis. Non, voilà, quoi. Non, ça, non, mais c'est bien de dire ça. Mais à un moment donné, bon, nous aussi, qu'on se fasse écouter par des gens comme vous, qui ont peut-être une autre dimension, quoi, qui peuvent amener un écho de ce qu'on a dit, essayer tout au moins. Oui, non, mais tout ce qui et de vous enrichir, de vous entretenir. Pour vous, ce qu'on a dit là, ça doit vous servir. Tout ce qui était dit était bien. Donc moi, ce soir, j'ai trouvé ce qui était dit était bien. Moi, j'aurais bien aimé que ça continue. Où est-ce qu'on peut moi, quand on vous écrire 52 rue du Cardinal de Moine. Il faut qu'on y aille parce qu'ils vont vouloir fermer la salle. Ils vont fermer, on va se faire chercher. Bon, écoutez, on verra comment on peut vous contacter, je vais me démerder tout. Je te filerai l'adresse, D'accord, Collège de France, je te file Saïd sans problème. On en train de faire. D'accord. Mais en tout cas, moi j'ai Merci, monsieur. C'est gentil de dire. Nous aussi, on essaie d'être des sociologues de Gouttière, mais on y arrivera. Sociologue de Gouttière, retenez comme ça, vous ne pourrez pas m'oublier comme ça. Je vais la placer celle-là. Voilà, sociologue de Gouttière de Saïd. Mon ami Saïd m'a dit sociologue de Gouttière. On a une vision de sociologue de Gouttière. Si ça revient un jour... Voilà. Je vais parler Rastaman. Et Saïd a été percutant, le gars là. Très bien. C'est bien là, voilà la réalité de la vie quotidienne. Oui, c'est parfait, c'est très bien. Non, c'était parfait. Tous, le garçon là qui a parlé, j'ai oublié son enfin, il y avait aussi le Aimé. Voilà, puis celui qui a dit à Saïd... Abdellah. Voilà. Abdellah. Tous, c'était très bien. Ouais. Moi, je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon. Il n'y a pas de chercher. Non, c'est pas. Tant qu'on brûlera des voitures, on verra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif. Ouais. L'avant-garde contre les bassines. Mon hip-hop, délire sonore, sanglant quand je laisse tout tenir. Dans ma sauce minérale, génère un cric-cric bla. Voir ces génères, vénard aujourd'hui, je crée mon propre scénar.
Faut que mes futurs gosses vivent pénal, sans craindre le code pénal, le vieux de plus en plus pénal. Carte souvenir, je sois la merde, c'est pénible. Une jeunesse sans cesse passée au cri de Bruce Lee. Responsabilité, enfin tout chauvé. Mon supérieur à tout autre flow, tout autre show, tout autre professionnel, opérationnel, méthode traditionnelle. Dans mes époques, faire l'obsessionnel, normal. L'unité cherche à communiquer, comme une perche à kicker. J'ai la petite cité, garde cité, pense qu'il faut la quitter. Ouais, pense qu'il faut la quitter. La cécité, difficile de la quitter. Écoute ça, demande. Ouais, ma sauce guidée par l'unité. J'fuck l'individualité. L'État nous divise en quartiers, veut nous éparpiller, commence par dégager des sans-papiers. On tripe mal, mais nous jeunes on n'en tire que dalle.